Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour une nouvelle conversation avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent, auteure aux éditions Gallimard de Les musiciens et le pouvoir de Boulez à Lully, de Lully à Boulez serait plus conforme à la chronologie. Nous nous sommes quittés sur la volonté de Napoléon de s'inspirer de la politique de Louis XIV pour contrôler la composition, l'exécution de la musique. Il y a ensuite bien d'autres épisodes dans votre livre, notamment un épisode sur un personnage très intéressant et très original dans le paysage musical français, qui est Berlioz, qui lui n'arrivera pas à se mettre au service du pouvoir ou être reconnu par le pouvoir et qui devra mener une vie un peu errante de compositeur, tantôt allant jouer à l'étranger pour pouvoir financer ses productions en France, tantôt se finançant lui-même parce qu'il a quand même un peu de ressources, mais finalement ne parvenant pas à avoir l'oreille du pouvoir et ni l'oreille ni par conséquent la bourse. Il y a aussi un certain nombre de querelles qui sont plutôt de nature religieuse et quelquefois aussi politique entre des gens comme Vincent d'Indy, antidreyfusard farouche et catholique fervent, et en même temps ouvrant, avec une politique sociale de la musique, si je puis dire, ouvrant la Schola Cantorum à qui veut, sans distinction, sans demander un sou. Y compris Éric Satie. Y compris Éric Satie, qu'on voit un peu difficilement. Mais colporteur aussi. Oui. Et donc, alors je vous propose que nous enjambions ces décennies et que nous laissions à vos lecteurs le plaisir de découvrir ce que vous avez mis à jour à leurs propos et que nous revenions à une nouvelle forme de politique culturelle, qui est une politique culturelle qui est au fond, qui va des années folles au Front populaire et qui a peut-être comme symbole le plus important ce qu'on a appelé le groupe des Six, à un moment donné très engagé derrière le Front populaire, puis après la guerre, chacun menant sa propre vie. Autour de quoi et de qui se refait une politique culturelle musicale française ? Alors c'est en fait un nouveau basculement qui est l'apparition de la musique enregistrée mécanique, qui va, on l'a évoqué en début, obliger l'État à revenir dans le jeu. Alors le groupe des Six est intéressant parce qu'il se forme en gros pendant la guerre de 14-18 ou tout de suite après. C'est 6 musiciens d'ailleurs différents, dont certains se sont rencontrés au Conservatoire de Paris et d'autres sont venus s'agréger au groupe plus tard. C'est une invention, en réalité, le groupe des Six, c'est une invention d'un journaliste, mais ils ont un élément fédérateur qui est Jean Cocteau, qui est un merveilleux publiciste, qui va écrire un livre qui s'appelle Le Coq et l'Arlequin, où il va définir une musique française de France. Donc ça correspond à ce qu'on a appelé en art plastique le retour à l'ordre, après le symbolisme, l'impressionnisme, le debussisme et les brouillards wagnériens, comme dit Cocteau, donc un retour à une musique qui s'affirme française et qui privilégie la netteté, la clarté, etc. Et donc ce groupe de 6 musiciens très très disparates, dans lequel les noms qui sont le plus connus, c'est Milhaud, Poulenc, Honegger, le trio le plus célèbre. Les 3 autres sont moins connus, même s'ils ont occupé des emplois importants. Ce groupe, au début, vit du mécénat des salons parisiens. On est à nouveau revenu un peu de la belle époque aux années folles, une période où ce qui règne, c'est Paris et ses salons. Alors, la différence avec le 18e, c'est que vous avez des salons républicains en face des salons qui ne sont pas du tout républicains. Voilà. Donc, il y a des salons monarchistes, aristocratiques et des salons républicains dans lesquels figurent des hommes politiques importants. Il faut voir que Léon Blum était un grand salonnard, par exemple. Voilà. On peut être socialiste et salonnard. Mais le point commun, c'est que ce sont des gens riches. Vous avez des républicains bourgeois, industriels, et qui donc pratiquent la musique, financent la musique, et donnent des fêtes de la même façon que ça se passe dans l'aristocratie. Alors
l'aristocratie qui a perdu son pouvoir politique essaye d'exercer un pouvoir culturel en s'alliant à l'avant-garde. C'est la grande période des salons des Nouailles. Vous savez, les Nouailles et le surréalisme, le financement de construction d'avant-garde, du cinéma d'avant-garde, etc. Enfin, tout ce qui peut choquer le bourgeois, parce que la génération des années folles, des aristocrates des années folles, fraternise avec le peuple, partage des idées radicales, toujours assez peu favorables à la République, mais s'encanaille, sort dans les cabarets, fréquente Montparnasse, et donc en réalité travaille avec l'avant-garde. Et la grande forme qui réunit tous ces arts, c'est le ballet. Le ballet qui est représenté au Théâtre des Champs-Élysées, au Châtelet, la forme lancée par Diaghilev avant la guerre de 14 avec les ballets russes, mais qui continue avec les ballets suédois, avec les ballets de Monte-Carlo, etc. Et puis c'est aussi des ballets qu'on donne dans les grands salons qui peuvent se financer des divertissements costumés. Alors c'est la grande période des bals costumés, et ça donne l'objet, ça fait l'objet de commandes financées par ces mécènes, faits à des compositeurs. Donc quelqu'un comme Poulenc va comme ça débuter en écrivant des musiques de ballet, et les décorateurs de la même façon sont recrutés, des décorateurs de ces fêtes sont recrutés dans l'avant-garde artistique, avec la participation de gens aussi surprenants que Picasso, par exemple. Alors, il y a la version grand public, enfin la version ouverte au public, avec la création d'un ballet qui a lancé un peu cette nouvelle mode d'après-guerre, qui est Parade, qui réunit quand même Satie, Picasso et Cocteau Satie pour la musique, Cocteau pour le texte et Picasso pour les décors. Alors vous avez dans les collections de Centre Pompidou le rideau de Parade fait par Picasso. Moi j'ai préféré pour les illustrations de cette période montrer les costumes de Picasso. Enfin voilà, c'est du cubisme, et donc tout le monde participe. Vous avez Derain, vous avez tous les grands noms de l'avant-garde et de ce qu'on a appelé l'école de Paris, donc en fait surtout composée d'étrangers, va collaborer avec les musiciens. C'est ce qui fait la caractéristique des années folles, c'est cette collaboration entre les avant-gardes des arts plastiques et l'avant-garde musicale qui, c'est peu crédible quand on a connu Boulez, mais qui est représenté par le groupe des Six. Alors ça, c'est tout ce qui se passe jusqu'à la catastrophe de la crise de 29. La crise de 29, alors vous avez l'arrivée simultanée de deux phénomènes, celui que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire l'invention du disque et de la radio, qui va assécher le marché à la fois des concerts, du théâtre et des leçons particulières, qui faisaient quand même vivre beaucoup de ces musiciens, et qui va ruiner les mécènes, car ils perdent leur fortune. Alors le cas intéressant, c'est Poulenc, parce que Poulenc est à la fois un musicien, un compositeur, mais c'est aussi un fils d'industriel, c'est Rhône-Poulenc. Poulenc, c'est la famille Rhône-Poulenc, et Poulenc adhérente jusqu'à la catastrophe financière. Donc Poulenc va perdre ses rentes, il va perdre sa fortune, et ça va d'ailleurs le conduire à inventer une nouvelle façon de gagner sa vie, qui va être d'écrire des mélodies pour chant et piano. Il va s'acoquiner avec un chanteur merveilleux, un merveilleux baryton, ils vont partir dans des tournées, et grâce à la perte de sa fortune, Poulenc va recréer la mélodie française avec un trésor de mélodies, mais enfin, il a légué d'autres choses à la musique française. À mon avis, c'est le plus grand des Six. Voilà. Donc, dans les années 30, le système bascule à nouveau, et là, il n'y a pas d'autre solution que de faire intervenir l'État. C'est-à-dire que ça va être le retour obligé de l'État pour sauver un système musical qui est en train de sombrer, faute de marché. Les musiciens, évidemment, et les Six en premier vont se mettre à travailler pour le cinéma et la radio, mais dans un système qui n'est pas encore régulé à l'époque. Ils sont mal payés, et on va mettre un certain temps à mettre en place un système régulé qui va obliger les nouveaux médias à rémunérer correctement la composition. Et en attendant, dans le programme du Front populaire, il y a un volet culturel très important, et comme Napoléon a voulu refaire Louis XIV, le Front populaire va vouloir refaire la Révolution, se souvenant de l'effet des fêtes révolutionnaires. C'est d'ailleurs l'époque
où on ressort toute la musique de la Révolution, on la réédite, on la commente, et le Front populaire va vouloir refaire les fêtes révolutionnaires, alors avec cet outil de propagande parmi les artistes et les intellectuels qui est la Maison de la Culture. Donc ils embarquent à la fois les intellectuels, notamment le prix Nobel de littérature Romain Rolland, qui a eu son Nobel pour un livre sur la musique, un roman musical, qui est Jean-Christophe, qui est le créateur de la chaire de musicologie de la Sorbonne. Donc Romain Rolland est un musicologue réputé, mais aussi un auteur, et ils vont organiser cette extraordinaire représentation qu'on appelle 14 juillet, qui est une dramaturgie de Romain Rolland racontant les grands épisodes de la Révolution, dans lequel ils vont embarquer le groupe des Six pour faire la musique. Et tout ça à destination du peuple. Et ils vont ouvrir cela au peuple, alors avec un succès populaire un peu discutable, mais enfin un grand succès médiatique. Et alors ils refont d'autres grandes commandes comme ça, de grandes dramaturgies destinées au peuple de Paris, avec des équivalents en province. Tout ça a été très bien raconté par Pascal Horry dans sa thèse sur 1936 et le Front populaire. Mais ce qui est assez amusant à voir, c'est l'enthousiasme avec lequel ces musiciens qui étaient financés par les Noailles, les Faucigny-Lucinge, et les salons aristocratiques, vont s'enrôler au Front populaire avec enthousiasme, adhérer à la Maison de la Culture, à l'exception d'une seule personne qui est Poulenc. Poulenc a fait sa conversion religieuse. Il a commencé à écrire de la musique religieuse. Les litanies à la Vierge Noire ne sont pas la première grande œuvre religieuse. Il ne se ralliera pas politiquement au Front populaire, avec immédiatement la conséquence qu'il n'aura aucune commande du Front populaire, mais tous les autres vont être les grandes vedettes musicales de la politique du Front populaire. Et le Front populaire, alors, chute assez vite. Le gouvernement Léon Blum va avoir comme successeur en 1938 un gouvernement plus centriste, mais le gouvernement de 1938, poursuivant un peu dans la même politique, va mettre en place pour la première fois dans l'histoire politique de la politique musicale des commandes aux grands compositeurs, des commandes de l'État. Voilà. Alors, à un niveau modeste au départ, mais cette politique aura une descendance beaucoup plus riche lorsque le général de Gaulle aura créé le ministère Malraux. L'héritage du régime de Vichy qui va succéder au gouvernement de 1938, musicalement parlant, en dehors de Maréchal Nous voilà, on ne trouve pas d'œuvre majeure, ni même de volonté d'utiliser la musique à des fins de propagande pour le régime. Non, la Maison de la Culture, le modèle de la Maison de la Culture est repris, mais assez rapidement, en réalité, les ambiguïtés, enfin les illusions du départ vont s'envoler, et en fait, les artistes vont déserter, et les musiciens vont s'enrôler dans une résistance musicale, où vous retrouvez d'ailleurs l'essentiel des Six, ceux qui sont restés sur le territoire, parce que Milhaud s'est expatrié, bien sûr, il est juif, pour la deuxième fois, il est parti aux États-Unis, et Honegger est un peu suspect, parce que c'est un Suisse-allemand, et on le suppose favorable à l'Allemagne, mais Poulenc, alors pour le coup, va faire partie de ce groupe de résistance, et on trouve d'ailleurs dans ce groupe de résistance d'autres noms qui vont s'illustrer après la Seconde Guerre mondiale. Henri Dutilleux, qui est un peu un des chefs de file de la résistance musicale, et qui est un des acteurs importants de la radio. Il a été recruté à la radio publique avant la guerre, et il va jouer un rôle très très important dans la politique musicale de la radio, et quelqu'un qu'on est surpris de voir apparaître dès le Front populaire, qui est Marcel Landowski, qui fait ses débuts en politique musicale en collaborant au Front populaire. Voilà. Alors oui, le Front populaire, il collabore au Front populaire et ensuite au Front national, qui était le nom de ce groupe de résistants. Voilà, mais par contre, il y a quelqu'un qui est absent dans ce groupe, bien qu'il arrive à Paris en 1942, c'est Pierre Boulez. Nous nous intéresserons à lui dans notre prochain et malheureusement dernier épisode. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, merci.